Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette webconférence consacrée à la sécheresse oculaire dans le cadre des maladies auto-immunes. Je suis Éléonore Brevet, présidente de l'association SOS Syndrome de l'œil sec, en présence de Madame Françoise Pelé de l'association française des Gougerot-Sjogren et syndrome sec, et du professeur Baudouin, qui est également chef de service au Centre national d'ophtalmologie des 15-20 et directeur de l'Institut ophtalmo-universitaire Foresight. Le professeur Baudouin est également spécialiste reconnu dans la sécheresse oculaire, dans la chirurgie oculaire et les maladies du segment antérieur de l'œil, comme la cataracte, le glaucome ou les inflammations de la surface oculaire. Le professeur Baudouin est également conseiller scientifique au sein de nos deux associations. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'association SOS Syndrome de l'œil sec. C'est une association que nous avons créée avec d'autres patients en 2022 qui traite de la sécheresse oculaire sous toutes ses formes, toutes causes et tout degré de gravité confondu. Donc, c'est une association assez récente et nous essayons d'aider les patients à travers des groupes de parole ainsi que d'améliorer la prise en charge médicale et sociale de la sécheresse oculaire. Alors, je suis Françoise Pelé, la présidente de l'Association française du Gougerot-Sjogren et des syndromes secs. Nous avons 36 ans d'existence. Nous sommes agréés national et reconnus d'utilité publique. Nous avons des permanences où nous accueillons les malades un petit peu partout en France. Nous avons aussi des permanences téléphoniques. Nous éditons un bulletin 4 fois par an et nous recevons malheureusement de plus en plus de demandes. Voilà. Alors aujourd'hui, Françoise, le professeur Baudin et moi-même allons tenter de répondre aux questions que vous nous avez fait parvenir sur la sécheresse oculaire et les maladies auto-immunes. C'est parti pour la première question. Professeur Baudouin, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un œil sec sévère? Je vous remercie pour votre question. C'est une question extrêmement complexe et intéressante parce qu'il y a différents points de vue. Alors d'abord, je tiens à dire que pour beaucoup de publics, d'autorités, et je pense que les associations de patients se reconnaîtront dans ce que je vais dire, l'œil sec, c'est pas sévère. C'est quelque chose qui pique un peu, qui est un peu inconfortable, qui est un peu gênant, mais c'est souvent pas considéré comme une maladie grave et qui mérite tant de considération que ça par rapport à des maladies dont le nom fait frémir, glaucome, DMLA, qui sont considérées d'emblée comme des maladies graves. Et pourtant, la sécheresse oculaire, c'est quelque chose qui peut rendre très invalide, être extrêmement gênant, faire énormément souffrir et même menacer la vision. Alors, évidemment, toutes les sécheresses ne sont pas comme ça et toutes n'évolueront pas comme ça, fort heureusement. Donc, la question de la sévérité, elle est évidemment fondamentale. Et là, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue des patients et il y a le point de vue des médecins. Pour les médecins, une sécheresse oculaire sévère, c'est une sécheresse qui abîme les yeux. La cornée qui est très fragile, l'avant de l'œil, la surface de l'œil, quand elle est abîmée, inflammatoire, c'est clairement sévère. Mais pour les patients, ce qui est la principale préoccupation, c'est la souffrance. Les patients qui présentent des sécheresses souffrent. Alors, il y a toutes sortes de symptômes qui peuvent décrire cette souffrance, mais c'est une souffrance. Ce sont des sensations désagréables. Et évidemment, c'est l'intensité de cette souffrance ou la répétition, c'est-à-dire que ça peut être des crises aiguës régulières, ça peut être aussi un fond de souffrance permanent qui parfois a lieu aussi la nuit. Et ça, évidemment, pour quelqu'un qui le vit, c'est sévère. Alors, les deux peuvent se regrouper, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des signes de sévérité médicaux et des symptômes de sévérité par leur intensité, mais parfois il y a des discordances avec des yeux pas abîmés mais qui font beaucoup souffrir, des yeux très abîmés mais qui font pas tant souffrir que ça. Donc cette sévérité est une espèce de mélange de différents paramètres et il n'y a pas une réponse absolument univoque à cette question. Je vous remercie, professeur. On va passer à la question suivante qui est en lien avec cette première question. Quelle est l'évaluation d'un œil sec sévère? Quels sont les outils de diagnostic? Et y a-t-il un consensus international sur les critères de gravité de la sécheresse oculaire? Alors voilà justement le complément de la question précédente, c'est-à-dire que
comment nous évaluons la sévérité? Eh bien, donc, c'est l'atteinte de l'œil, donc notamment de la cornée. Une cornée desséchée, c'est une cornée qui a des signes que nous savons reconnaître. Alors, il y a un test très simple que les personnes qui ont eu des examens ophtalmo connaissent bien, c'est le test à la fluorescéine. On met une goutte colorée qui va colorer le film de larmes, qui va voir s'il y a des endroits où la cornée est abîmée, des micro-ulcérations, des érosions, enfin des zones qui montrent que la cornée est abîmée et qui va voir également la stabilité du film lacrymal, puisque la coloration des larmes, hein, les larmes, il ne faut pas imaginer juste les larmes qui coulent quand on a de la peine, c'est vraiment un film protecteur qui est à la surface de l'œil. Quand il est anormal, il est instable, il se rompt, et la coloration permet de le voir. Donc tous ces paramètres-là permettent d'avoir une idée un peu plus précise. Alors il y a aussi un deuxième test que nous faisons un peu moins souvent, qui est le classique en fait, dans les personnes qui connaissent les maladies auto-immunes, le syndrome de Gougerot-Jourdain savent qu'il y a un test qui est de mettre un petit papier buvard entre l'œil et la paupière. Ce papier buvard va s'imprégner des larmes existantes ou des larmes qui sont sécrétées, et c'est ce qui va permettre de dire s'il y a une sécrétion lacrymale. Alors c'est un test que les internationaux, enfin, qui est très présent dans les classifications internationales de la maladie, puisque c'est un des critères principaux de la maladie de Gougerot-Jourdain. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de larmes, il faut être très clair, ceux qui l'ont subi ne doivent pas l'aimer beaucoup. C'est assez désagréable, surtout quand c'est sec. Parce que justement, c'est quelque chose qui est de sec qui frotte une structure sensible, donc ce n'est pas très agréable. Donc finalement, en pratique, c'est un test qui n'est pas très très bon et que nous ne faisons pas si souvent que ça. Et puis après, il y a des tests très sophistiqués. On peut aller vers de l'imagerie qui permet de voir les nerfs cornéens qui sont anormaux quand il y a des douleurs chroniques, les cellules inflammatoires. Là, on peut aller vraiment vers des méthodes sophistiquées. Mais je dois dire, pour rassurer tout le monde, qu'aucun de ces tests n'est réellement désagréable. J'ai parlé des papiers buvards, mais aucun de ces tests n'est vraiment pénible. Donc, on peut vraiment aider les patients et les explorer avec des moyens assez simples. Donc, comment différencier une sécheresse auto-immune d'une autre forme de sécheresse? Alors, la sécheresse auto-immune est la plupart du temps une sécheresse intégrée à d'autres manifestations de la maladie auto-immune. Donc, on va trouver le syndrome de Gougerot-Jourdain qui va toucher toutes les glandes sécrétoires de l'organisme. Donc, ça peut être les yeux, ça peut être la gorge, le nez, les bronches, les régions génitales. Donc, on va la plupart du temps trouver d'autres manifestations. Ça, c'est un critère très important. Œil sec, bouche sèche, ça oriente d'emblée vers une maladie auto-immune. Il peut y avoir d'autres maladies auto-immunes. La seconde, la plus fréquente, c'est la polyarthrite rhumatoïde, qui va induire des sécheresses un peu similaires. Mais il y a des choses moins connues, plus complexes. Alors, c'est à la limite de la maladie auto-immune. Je pense en particulier au psoriasis. Je pense en particulier aux maladies inflammatoires intestinales. Alors, on se demande quel est le lien. Ben, le système immunitaire, quand il est modifié, perturbé au niveau intestinal, hein, rectocolite hémorragique, maladie de Crohn, ça modifie en fait le microbiote intestinal et ça a une influence sur l'ensemble des muqueuses. Donc voilà des exemples qui orientent assez fortement vers des maladies auto-immunes. Comment stimuler la sécrétion des larmes? C'est le but. Alors déjà, il faut comprendre que dans les sécheresses, il y a les sécheresses par diminution de la sécrétion. Donc là, effectivement, la question correspond très bien. Comment essayer de refaire stimuler? Je vais y revenir. Et puis, il y a les maladies où les larmes sont de mauvaise qualité, elles sont instables, elles ne protègent pas. Ce qui aboutit à une espèce de paradoxe que peut-être un certain nombre de personnes qui nous écoutent vont reconnaître en eux-mêmes ou en elles-mêmes, c'est qu'on peut avoir les yeux secs et les yeux qui coulent. Œil sec, on se dit, bah, il n'y a pas d'eau. Et ça peut être vrai, mais ça peut être aussi une mauvaise qualité des larmes. Et donc, quand l'œil est mal protégé contre l'environnement, parce qu'en fait, la vocation du film lacrymal, c'est de protéger nos yeux contre l'environnement. L'environnement, il est par définition hostile. Pollution, lumière, dessèchement, tout ça, c'est pas bon. Et quand le film lacrymal protège mal, parce qu'il est instable, abîmé, de mauvaise qualité, en fait, cet environnement va frapper nos yeux et ça va entraîner une réaction. Et cette réaction peut être un larmoiement. Seulement, ce larmoiement ne protège pas. Ce sont des larmes liquides, inflammatoires. Ce ne sont pas des larmes qui protègent et qui apportent du confort. Ce ne sont pas des larmes qui soulagent. Donc, c'est pour expliquer aux personnes qui ont
trop de larmes et qui ont les yeux qui coulent, et à qui on a dit ils ou elles ont les yeux secs, c'est pas une erreur. Bon, pour revenir à votre question, ça fait longtemps qu'on essaye, dans les cas d'hyposécrétion, c'est-à-dire de manque de sécrétion de larmes, on essaye de stimuler. Alors, il y a pas mal eu de tentatives. L'association, notamment française du Goujon-Jogan, s'est beaucoup battue il y a pas mal d'années pour essayer de faire rembourser des produits. Donc, c'est la pilocarpine en comprimé, en- en préparation en sirop, préparation chez les pharmaciens, qui permettent de faire sécréter. En pratique, ça ne marche pas très bien sur les yeux, pour être très franc. C'est plutôt efficace sur la bouche et sur la sécrétion de salive, parce que les gens qui ont des maladies auto-immunes de ce genre souffrent beaucoup. Avoir la bouche sèche, c'est très désagréable également. S'étouffer quand on mange un gâteau sec, je me souviens d'un témoignage de quelqu'un qui disait, moi je ne mange jamais un biscuit parce que j'ai pas de salive, donc je m'étouffe. C'est terrible. Donc, ça peut aider, mais il n'y a pas de moyen très efficace. Alors, juste pour vous faire rire, mais je ne sais pas si c'est très risible, il y a quelques années, un laboratoire aux États-Unis a essayé de vendre très cher un produit qui a des espèces de deux tiges un peu souples à rentrer dans le nez parce qu'au fond du nez, il y a des zones qui stimulent les larmes. Ça a l'air de marcher, mais c'est un peu anecdotique quand même, il faut le reconnaître, et ça n'a pas eu d'avenir, en tout cas en Europe. Je vous remercie, professeur. On a une question qui revient souvent parmi nos adhérents. Quelles sont les opérations au niveau des yeux qui sont déconseillées lorsque l'on souffre d'une maladie auto-immune avec une sécheresse oculaire? Alors c'est une question importante parce qu'il y a un domaine, habituellement on relie la sécheresse à certains vieillissements. Euh, les maladies auto-immunes, en général, la plupart du temps, c'est plutôt des femmes dans un âge autour de 40-50 ans. Il y a des formes beaucoup plus précoces, hein, bien sûr. Un certain nombre de sécheresses arrivent après la ménopause. Donc, on a un certain lien. Mais il y a une catégorie de sécheresse qui peut être très sévère et qui touche des gens très jeunes, c'est les chirurgies, notamment les chirurgies réfractives. Donc, en gros, ce sont des myopes, la plupart du temps, qui ont porté, pas toujours, mais qui souvent ont porté des lentilles, qui au bout de quelques années supportent mal les lentilles, ne peuvent plus les garder, n'ont pas envie de porter des lunettes et donc se font opérer. Et là, la chirurgie de la myopie qui se fait au laser est une chirurgie qui, malgré tout, atteint les nerfs cornéens parce que c'est inévitable, il faut amincir la cornée, donc il n'y a pas d'autre moyen que de sectionner les nerfs. Alors, il y a différentes techniques qui les sectionnent plus ou moins, mais malgré tout, toutes ont tendance à avoir une action sur les nerfs cornéens qui sont des régulateurs importants de larmes. Et donc, toutes ces chirurgies ont tendance à créer ou aggraver une certaine sécheresse. En général, ça dure quelques mois. Fort heureusement, traditionnellement, on dit 6 mois. Bon, la plupart du temps, au bout de 6 mois, il n'y a plus de problème. Mais quand même, et il y a malheureusement quelques cas où il y a des douleurs, des sécheresses chroniques qui persistent au-delà des 6 mois. Et ça, c'est un problème parce qu'effectivement, il faut s'en méfier beaucoup. Alors, pour répondre brièvement, les personnes qui ont des yeux secs et qui vont se faire opérer doivent vraiment discuter avec le chirurgien. Il vaut peut-être mieux ne pas opérer dans ces cas-là. Quelqu'un qui vraiment a les yeux secs au départ ne supporte plus les lentilles à cause de la sécheresse. Grande, grande, grande prudence parce que la sécheresse va s'aggraver et ça peut faire une condition chronique qui peut être très pénible. Il y a un peu la même chose avec les cataractes. Alors là, on est dans des populations de patients beaucoup plus âgés, la plupart du temps, qui peuvent également aggraver des sécheresses. Et puis, il y a une autre chose dont je n'ai pas tout à fait parlé tout à l'heure sur la gravité, c'est qu'un film lacrymal de mauvaise qualité, instable, irrégulier, ça a aussi un impact visuel. Alors, ce n'est pas de la perte de vision à proprement parler. Il y a quelques cas dont on pourra parler, mais la plupart du temps, ce n'est pas de la perte de vision. Mais c'est de la vision instable, c'est de la vision inconfortable. Il faut beaucoup cligner. Euh, c'est ce que les gens qui travaillent sur ordinateur ressentent souvent. Il faut cligner, il force. Et quand on a été opéré de la cataracte, ben, on s'attend à bien voir. En général, on est plutôt satisfait. Mais quand on a une mauvaise qualité des larmes, ben, ça a un impact. Ça va créer un inconfort visuel important. On va forcer, fatiguer beaucoup plus ses yeux. Et finalement, c'est un impact qui n'est pas tellement sur le mode de la douleur dans ce cas-là, mais qui est clairement sur le mode de la vision. Voilà. Donc, grande prudence, chirurgie réfractive avant tout. C'est quand même des gens qui ont entre 20 et 30 ans la plupart du temps. Et prudence quand il y a de la sécheresse avant une intervention,
notamment de cataracte. Et dernier message, si on a ce genre de situation, il vaut mieux le dire à son chirurgien, retarder l'opération de quelques semaines, quelques mois, traiter un peu énergiquement la sécheresse, et après on peut faire l'opération. Ce n'est pas une contre-indication à vie, mais se méfier. Est-ce que la fatigue induite dans le cadre des maladies auto-immunes peut augmenter la sécheresse oculaire? Alors la fatigue elle-même, elle n'augmente pas la sécheresse. À la limite, la sécheresse peut augmenter la fatigue. Mais en fait, le lien, la fatigue fait partie d'un des signes très importants des maladies auto-immunes, le Gougerot-Sjogren en particulier. C'est une maladie inflammatoire chronique générale. Bon, ça touche beaucoup les muqueuses, ça touche aussi les articulations, et il y a une grande fatigue à cause du syndrome inflammatoire chronique. Et cette grande fatigue, associée donc à une souffrance plus ou moins marquée sur les articulations, les yeux, la gorge, enfin, il y a des manifestations qui ne sont pas toujours toutes les mêmes hein, d'un patient à l'autre. Telle ou telle muqueuse va éventuellement souffrir plus qu'une autre. Hein. C'est très partagé. Mais additionné à la fatigue qui rend tout plus pénible, une douleur chronique qui rend tout plus pénible, eh bien, on comprend que on n'est pas bien. À l'évidence, on ne peut pas être bien et en fait, les deux se renforcent mutuellement. Est-ce qu'il y a un aspect aussi, par exemple, oculomoteur, au niveau des muscles Absolument. Alors ça, c'est quelque chose d'important que je voudrais souligner. On sait que le travail sur ordinateur, il est pénible, le travail sur écran, alors on incrimine la lumière bleue, mais on peut incriminer aussi l'environnement de bureau, climatisation. Il y a maintenant beaucoup de bureaux qui ont un air fermé, des circuits fermés. Donc en fait, on n'aère plus. Donc vous avez des circuits qui sont contrôlés par des machines et dedans, il peut y avoir des particules éventuellement agressives qui vont s'ajouter à un air sec qui vont s'ajouter à un travail sur ordinateur avec une exposition à des lumières contenant de la lumière bleue. Hein, les LED, c'est de la lumière bleue. Les écrans en plus, ça fait beaucoup. Mais il y a l'aspect musculaire. Quand on a un film lacrymal de qualité médiocre, hein, donc on n'est pas bien protégé, la vision n'est pas très stable, donc on va forcer beaucoup plus. Pour étaler, on va faire des efforts, on cligne beaucoup plus. Et les muscles, en se fatiguant, en plus, le travail sur écran impose une vision de près. Quand ça dure des heures, la vision de près pendant des heures, ça devient pénible. Beaucoup de muscles travaillent ensemble, convergent, et donc il y a vraiment une combinaison entre les deux. Alors ça, je tiens à le dire parce que beaucoup de personnes qui ont les yeux secs vont dire à leur ophtalmo, ah ben, je souffre, enfin vont décrire leurs symptômes. Et puis l'ophtalmo, il va arroser, il va mettre des gouttes, il va hydrater, il y a beaucoup de produits. S'il y a beaucoup de produits, ça prouve qu'il n'y en a aucun qui est vraiment excellent pour tout le monde. Hein. Bon, il va essayer d'adapter le traitement comme il peut. Mais en fait, quand on fouille un peu plus avec les patients, en tant que patient, il faut que, si vous êtes des patients qui avaient affaire à des médecins, exprimer, donner des détails sur ce que vous avez. Votre souffrance, c'est quoi? Et en tant que médecin, notre devoir à nous, c'est pas se contenter, ah bon, vous avez les yeux secs, ah ben, je vais vous donner telle goutte. C'est bon, vous souffrez, décrivez-moi ce que vous avez. Quel est votre problème? Quel type de douleur? Comment ça se manifeste? Comment c'est apparu? Qu'est-ce qui l'aggrave? Qu'est-ce qui l'améliore? Est-ce que ces gouttes vous font du bien? Et quels sont les types de symptômes? D'ailleurs, quand je fais ça, je suis triste parce que souvent mes patients me disent, ah, c'est la première fois qu'on me pose toutes ces questions. Ça prouve quand même qu'il y a un manque de communication. Et ce que je veux dire, c'est que euh, quand parfois les patients me disent, ah, je peux plus lire. Ah, pourquoi? Ah ben parce que quand je lis, au bout d'un moment, ça se brouille. Au bout d'un moment, j'ai une douleur, ça tire derrière mes yeux ou j'ai une barre là. Ça, c'est musculaire. Ce que je vous décris, c'est musculaire. Et c'est tout à fait associable à la sécheresse. C'est-à-dire que ce n'est pas une erreur de diagnostic, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est bien l'un et l'autre. Et donc, ces symptômes-là, et c'est important parce que il n'y a pas de goutte pour soigner les muscles qui sont en hyperfatigue. C'est éventuellement de la rééducation avec une orthoptiste. C'est des exercices musculaires. Bon, dans le public, on appelle ça le yoga des yeux. C'est pas tout à fait vrai, mais en gros, c'est un travail musculaire pour améliorer la capacité musculaire. Voilà. Donc, c'est vraiment important de décrire ce que l'on ressent. Je vous remercie. Comment se protéger au mieux des écrans d'ordinateur lorsqu'on a une sécheresse sévère, puisqu'on parle justement des écrans actuellement?
Alors, il y a deux manières. Il y a trois manières. Deux qui sont plus ou moins efficaces. La première est un peu commerciale, c'est beaucoup d'opticiens proposent des filtres pour atténuer la lumière bleue. Commercial ne veut pas dire que ça marche pas, ne veut pas dire que c'est pas honnête, hein. Ça veut dire que il y a un peu l'indication que ça va régler tous les problèmes. Ça peut apporter du confort, et moi j'ai envie de dire tout ce qui compte, c'est le patient. Un patient qui trouve qu'avec des lunettes qui ont des filtres, c'est plus confortable, eh ben, on a gagné. C'est toujours bon à prendre. Mais ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Deuxième élément, c'est de voir sur l'écran lui-même, il y a des logiciels pour diminuer les contrastes. Il y a des moyens de filtrer un petit peu la lumière bleue, ça peut aider. Alors, il faut les trouver, il faut aller chercher ça, mais ça existe. Et puis, le troisième élément, c'est de contrôler à la fois son environnement et son mode de travail. Alors, l'environnement, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas une clim un peu trop dirigée vers soi, si on ne peut pas humidifier. Parfois, des plantes, ça fait de l'humidité, c'est pas mal. C'est essayer d'améliorer cet aspect-là et puis simplement faire des pauses. C'est-à-dire, à un moment, pas rester des heures entières sur l'ordinateur, parce qu'au bout d'un moment, c'est intenable. Donc, il y a des conseils, il y a une règle des 20-20-20, mais elle est un peu anglo-saxonne. C'est toutes les 20 minutes, pendant 20 secondes, regarder à 20 pieds. Bon, 20 pieds, c'est quelques mètres. Donc, en gros, regarder au loin. Se faire un peu des pauses pour à un moment relâcher les muscles. Voilà, c'est des petits moyens, mais ça peut aider à gagner un peu plus de confort. Merci professeur pour cette réponse. En complément de mon point de vue patient, ce qui m'a pas mal aidé sur le travail sur écran, c'est d'une part les lunettes à chambre humide, parce qu'elles permettent de conserver un peu l'humidité des larmes, alors qu'on sait qu'on cligne moins des yeux lorsqu'on est sur écran. Il y a également les lentilles sclérales qui peuvent être adaptées pour les cas de sécheresse sévère. Et effectivement, il va être tout ce qui ressort du contrôle de l'environnement, comme un humidificateur d'air par exemple. Il faut bien positionner son poste de travail. Il y a des recommandations qui sont facilement trouvables sur Internet dessus. Il ne faut pas que les yeux soient ouverts trop vers le haut. L'idéal, c'est plutôt de regarder vers l'écran, que la posture des yeux soit plutôt inclinée vers le bas. Et puis évidemment, bien faire attention à sa posture, etc. C'est une très bonne remarque. Là, je reprends sur les lunettes à chambre humide parce que très très peu d'opticiens connaissent ça. Il y en a quelques-uns qui s'y sont mis et c'est important. Donc l'idée, c'est effectivement que les montures vont épouser la forme du visage et ça maintient une humidité et c'est tout à fait intéressant. Comment prenez-vous en charge la douleur oculaire à l'hôpital national des 15-20? Nous avons parlé tout à l'heure de la sévérité de la sécheresse. Alors la sévérité, je vous ai dit, le point de vue du patient, c'est la souffrance. Et en fait, il faut comprendre qu'il y a un concept qui émane de ce que je viens de dire. Comme dans toute maladie qui crée de la douleur, la démarche de traitement, c'est d'essayer de calmer la douleur en calmant la maladie, en traitant la maladie. Mais malheureusement, dans un certain nombre de cas, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'amélioration de la maladie source de douleur n'améliore pas la douleur. Et ça s'explique parce qu'il y a une espèce d'imprégnation de ces douleurs chroniques qui ont imprégné, imbibé le cerveau et les centres de la douleur dans le cerveau pendant des semaines, des mois, parfois des années. Et en fait, la douleur devient la maladie. Et ça, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas psychologique. Parfois, certains sont tentés de se dire ah bah oui, c'est quelqu'un qui se plaint sans arrêt, bah, il n'y a rien qui marche, donc c'est plus ou moins psychologique, voire psychiatrique. Et en fait, ce n'est pas vrai. C'est qu'en fait, la douleur ne s'explique plus par ce qui l'a induite, parce qu'on l'a améliorée, mais la douleur est toujours là. Donc c'est ce qu'on appelle la douleur neuropathique. Et pour traiter ça, puisqu'on a déjà traité la cause et que ça ne suffit pas, et il faut traiter la douleur. C'est la vocation des centres antidouleurs qui ont été créés dans tout le territoire. Et nous avons créé au 15-20, j'avoue que j'en ai pris l'initiative, puisque je voyais beaucoup de patients en souffrance, de créer une unité de lutte contre la douleur. Alors, elle est composée de différents spécialistes. Bien sûr, il y a des ophtalmos, mais il y a aussi des spécialistes de la douleur, qui sont en général des anesthésistes. Mais il y a aussi des infirmiers ou des infirmières anesthésistes. Il peut y avoir des utilisations de médicaments, qui sont souvent des antidépresseurs, mais pas forcément que ça, qui peuvent être des médicaments qui
diminue les seuils de douleur, parfois des techniques d'hypnose, c'est curieux, mais ça peut très bien fonctionner. Il y a beaucoup d'éléments, mais dans ce cas-là, on traite la douleur. Voilà. Donc nous avons créé une unité de ce type, elle est la seule en France et d'ailleurs en Europe, dédiée à la douleur et la douleur oculaire. Et je dois dire qu'on a quand même eu quelques beaux succès, parce qu'il faut aussi dire une chose terrible, il y a des patients qui sont tellement en souffrance chronique, souffrance qui ne les quitte pas, et il y en a qui ont exprimé le désir de suicide. Et il faut les prendre au sérieux, hein. C'est pas une phrase en l'air. Il y a des gens qui sont suicidaires pour ça. Il y a d'ailleurs eu dans certains pays des suicides qui ont réellement eu lieu pour des raisons de douleur chronique, en particulier après chirurgie réfractive. Donc c'est très sérieux. Il faut jamais négliger cet élément-là et surtout pas rejeter les gens qui sont en demande d'aide. C'est un appel à l'aide et cette structure, elle a d'une part rendu des services et d'autre part, elle est vraiment dédiée à cette question-là. Quand nous, côté ophtalmo, on arrive au bout de ce que nous pouvons faire. Je vous remercie, professeur Baudouin. J'ai personnellement été suivie au centre antidouleur de l'hôpital national des 15-20 pendant plusieurs années. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'équipe soignante. Et c'est vrai que ce que j'ai apprécié déjà, c'est l'écoute bienveillante qu'a eu le personnel médical. Parce que c'est un autre problème de la sécheresse oculaire, c'est que souvent la souffrance, les douleurs et la maladie sont banalisées par malheureusement beaucoup d'ophtalmologues. Et c'est la première fois que j'ai eu une écoute bienveillante et accueillante, où on ne minimisait pas ma douleur, ma souffrance, ce qui est quand même très important pour les patients. Et puis, ils prennent le temps, c'est un rendez-vous pluridisciplinaire, comme le disait le professeur Breton, parce qu'il y a une phase de dialogue avec le docteur où on fait le point sur les douleurs, est-ce que les traitements sont efficaces ou pas. Et ensuite, généralement, il y a une séance qui est proposée avec une séance d'hypnose qui est proposée avec une infirmière spécialisée qui a été formée à l'hypnose. Et ça aide à mieux appréhender sa douleur, sachant que l'objectif à terme, c'est de faire de l'auto-hypnose. Et puis comme c'est une consultation pluridisciplinaire, si les personnes qui en ressentent le besoin le peuvent, il y a également une consultation avec un psychologue et un psychiatre, il me semble. Possiblement, il y a un psychiatre, c'est pas automatique. Le psychologue est automatique, mais le psychiatre selon les besoins. Mais on a eu parfois, pour des patients qui étaient vraiment en grande dépression, qu'il fallait absolument une aide spécialisée. C'est-à-dire on va à un moment dans une souffrance qui peut menacer non seulement le vécu, ça c'est la douleur, mais la vie tout court de patients qui sont désespérés. Si je vais me permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire, qui est très important, et je peux donner des chiffres qui illustrent exactement ce que vous avez dit. J'avais coordonné il y a quelques années une étude sur la qualité de vie de patients présentant une sécheresse. Donc quelques centaines de patients, on leur posait les questions et les réponses ont été très intéressantes. 80% des patients présentant une sécheresse, et pardon, c'était un panel, c'était des patients, je dirais normaux, enfin avec une sécheresse, avec un diagnostic de sécheresse, mais ce n'était pas une sélection des patients les plus horribles, les plus en souffrance, avec les formes les plus graves. C'était des patients avec des sécheresses chroniques avérées, mais sans plus. 80% des patients se sentent rejetés par leur entourage. Bah, en gros, ils sont toujours à se plaindre, ça va pas bien, et puis en plus, ils sont fatigués. 80%. 50% d'entre eux, c'est leur vécu à eux, hein. Ils se sentent rejetés par les autres. Dans 50% des cas, ils se sentent, à tort ou à raison, hein, ce n'est pas forcément vrai, mais enfin, c'est leur vécu. Ils se sentent rejetés par leur médecin. Ah, c'est encore vous, ah bah oui, bah, le traitement, il n'a pas marché, bah tiens, essayez celle-là, des gouttes. Ils le sentent. 50% des patients ont peur de perdre la vue. Alors ça, on ne s'en doute pas, parce que je vous ai dit au début, ouais, c'est une maladie, c'est pas bien méchant, une sécheresse. Eh bien, 50% des patients ont peur un jour de perdre la vue. Donc, moi, je sais que j'en ai rassuré beaucoup en leur disant, bon, ce que vous avez, c'est pénible, ça fait souffrir, c'est vraiment très désagréable, mais ça ne vous rendra jamais aveugle. Et j'en ai vu beaucoup s'illuminer en me disant, ah merci, j'avais très peur. Parce que souvent, les gens n'osent pas dire, n'osent pas poser toutes les questions, surtout dans une consultation qui est souvent très rapide. Et puis, une dernière chose, mais Mme Pelé le saura mieux que moi, je me souviens, moi j'ai eu plusieurs témoignages de patients avec des goûts rouges aux graines et qui m'ont expliqué, le jour où on m'a dit que j'avais un goût rouge aux graines,
j'allais mieux, j'ai été soulagé. Alors ça, c'est étonnant. On n'imagine pas les gens qui sont contents quand on leur dit qu'ils ont une maladie plutôt quand même embêtante. L'explication, c'est qu'en fait, ils allaient voir l'ophtalmo avec les yeux secs. Ah oui, vous avez les yeux secs. Bon, alors, ils mettent des gouttes. Et puis, ils allaient voir le stomato, la bouche est sèche. Puis, ils allaient voir le rhumato, douleur dans les articulations. Et puis, ils allaient voir le médecin généraliste, ils étaient fatigués. Et puis, à chaque fois, ils avaient l'impression de ne pas être pris au sérieux. Et un jour, quelqu'un a l'idée de dire, mais tout ça, c'est en relation, tout ça, c'est lié. Et un jour, on les diagnostique. Et là, ce ne sont plus des personnes qui se plaignent sans arrêt d'avoir telle ou telle manifestation, ce sont des personnes qui ont une maladie. Alors, ce n'est pas forcément plus agréable, mais d'un autre côté, c'est la même chose pour eux. Ils ont les symptômes, ils les ont ni plus ni moins parce qu'ils ont mis un nom dessus. Mais ils ont mis un nom dessus. Ils ont un statut. Sauf que la moyenne, et même Pelé me confirmera ou rectifiera si je me trompe, de mémoire, la moyenne entre le début des symptômes et le moment où on fait le diagnostic, je crois que c'est autour de 3 ans à 3 ans et demi. C'est-à-dire que c'est énorme l'errance diagnostique avant qu'à un moment quelqu'un dise, mais oui, vous avez une maladie et on va la soigner comme telle. Et c'est vrai qu'on reçoit souvent des appels en disant j'ai une sécheresse oculaire, mais on m'a pas diagnostiqué de Gougerot. Et donc toujours les questions, est-ce que vous pensez que la biopsie des glandes salivaires a été mal faite? Faut-il la refaire? Parce qu'à partir du moment où les personnes ont un nom sur leur souffrance, si on leur dit vous avez un Gougerot, c'est une maladie, et ça va rien changer, mais ils savent qu'ils ont la maladie de Gougerot. Absolument. Alors la biopsie des glandes salivaires, c'est pas le test le plus agréable pour celles qui l'ont subi. C'est pas très agréable, mais c'est un des éléments du diagnostic. Il y a aussi les anticorps dans le sang, ça c'est plus facile à faire. Mais il y a des Gougerot atténués où le système immunitaire n'est pas aussi fortement stimulé, mais qui sont quand même très très ressemblants. L'absence je dirais, de preuves diagnostiques sur les biopsies ne prouve, ou même sur les anticorps dans le sang, n'élimine pas complètement le Gougerot. Le Gougerot va aussi, ça va être quand même l'association de plusieurs muqueuses qui sont sèches, plus souvent les arthralgies, la fatigue, le syndrome inflammatoire. Alors, il y a le Gougerot, puis il y a les choses qui ressemblent, il y a les Gougerots secondaires à d'autres maladies auto-immunes. Il y a quand même un certain nombre d'éléments dans cette famille-là. Il y a des choses qui sont bien, bien clarifiées, authentifiées, mais d'autres, on peut dire aux patients que c'est quand même des cousins. Et on peut quand même leur dire, ben, je sais ce que vous avez. Je rebondis aussi sur la fibromyalgie. Pendant des années, j'avais des patients qui avaient été rejetés de tous les côtés. On leur disait que c'était psychologique, la fibromyalgie. Bon, aujourd'hui, fibromyalgie, douleur neuropathique, il y en a même une autre qu'on appelle la neuropathie des petites fibres. Ce sont des statuts de vraies maladies, c'est-à-dire que ce sont des sensibilités de douleur qui sont plus importantes. C'est-à-dire qu'une sensation qui, chez quelqu'un d'autre, ne déclencherait pas de la douleur, mais une sensation, peut-être pas très agréable, mais pas plus, va être ressentie comme une douleur. Et ça, maintenant, ce sont des entités qui sont bien connues. Je vous remercie pour cette réponse. La sécheresse oculaire du Gougerot-Sjogren peut-elle induire une perte visuelle? Vous y avez partiellement répondu précédemment. Alors, j'ai parlé de l'inconfort visuel. Dans de très rares cas, une perte visuelle est possible. C'est quand la cornée est très abîmée. Il peut y avoir aussi des cornées qui s'abîment encore plus après une opération, par exemple. Hein, il peut y avoir un facteur déclenchant qui peut être une infection, qui peut être une opération. Et il faut surveiller, quand on sait qu'on a une sécheresse comme un Gougerot et qu'on doit se faire opérer, il faut vraiment prévenir son chirurgien. À la limite, trouver un chirurgien qui dit qu'il sait ce que c'est, le Gougerot, parce que tout le monde ne connaît pas, et prendre ça très au sérieux. C'est très rare d'arriver vraiment à des complications graves, mais malgré tout, ça peut arriver. Donc là, quand même, dans les formes sévères, il faut être bien suivi. Mes yeux peuvent-ils être blessés à cause de la sécheresse oculaire? Alors, ce que nous appelons yeux blessés, nous appelons ça les kératites. C'est quand je vous ai parlé tout à l'heure du colorant qui permet de voir si la cornée a des anfractuosités, des érosions, des petites plaies. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que il faut imaginer que quand le film lacrymal n'est pas de bonne qualité ou est absent, vous avez une structure qui est la paupière, qui toutes les 4-5 secondes, parfois plus, parfois moins,
passe sur la cornée. Donc vous imaginez assez bien que deux structures qui sont en contact l'une avec l'autre, si c'est vraiment pas bien lubrifié, ben, ça va frotter. Donc il y a un stress mécanique. Ce stress mécanique va effectivement abîmer. Mais le stress mécanique, imaginez-vous, vous ne le faites pas, mais imaginez-vous de frotter comme je le fais pendant 1 heure ou deux, vous verrez que le stress, il va devenir inflammatoire. C'est-à-dire que ça devient irrité et en fait, il y a toute une biologie inflammatoire qui se met en place. Alors si en plus il y avait un Gougerot qui était au départ une maladie inflammatoire, on imagine ce que ça peut donner. Et puis, ce stress inflammatoire va entraîner des modifications et va attaquer les tissus. Alors la cornée, mais également un certain nombre de structures environnantes qui sont tout autour, qui sont là pour protéger et qui sont très sensibles à l'inflammation. Donc, ce stress inflammatoire va générer, devinez quoi, une sécheresse supplémentaire. Et c'est un véritable cercle vicieux. Plus l'œil est sec, plus il y a de stress mécanique, plus il y a de stress inflammatoire, plus il y a de sécheresse. Et c'est pour ça que des patients peuvent, pour une raison ou pour une autre, rentrer progressivement ou brutalement à l'occasion d'une opération ou d'une infection dans ce cercle vicieux. Et évidemment, après, plus c'est sec, hein, pour résumer le cercle vicieux à sa plus petite expression. Et évidemment, ça devient très compliqué. Et dans ces cas-là, la plupart du temps, la cornée est abîmée, donc l'œil blessé, si vous voulez. Euh, mais ça traduit bien ça. Une sécheresse oculaire peut-elle entraîner un syndrome dépressif? Malheureusement, oui, il y a un cercle vicieux, un deuxième cercle vicieux, qui est le cercle vicieux de la dépression. C'est-à-dire quand on souffre, ben, on n'est pas bien, on n'est pas de bonne humeur, c'est évident. Et je reviens sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. La souffrance, bon, elle peut avoir différentes manifestations. Ça peut être des brûlures, des démangeaisons. Les allergiques, ils ont des démangeaisons épouvantables. On ne peut pas dire que, même si le mot douleur ne s'applique pas, on ne peut pas dire qu'ils ne souffrent pas. Les problèmes de paupières, les rosacées par exemple, ça va entraîner des brûlures chroniques, des irritations très importantes. Le Gougerot, ça va donner l'impression qu'il y a des grains de sable dans les yeux. Donc chaque clignement de paupières, c'est l'impression qu'il y a du sable. C'est c'est affreux. Voilà, donc le mot douleur est un mot un peu général qui s'applique pas forcément sous cette terminologie-là à cette souffrance. Mais restons sur l'idée d'une souffrance. Ben, quand on souffre, on peut souffrir de manière aiguë par intermittence, on peut souffrir de manière peut-être moins intense, mais en permanence. Ce sont deux formes de souffrance et les deux peuvent vraiment user. Et c'est cette usure qui crée une dépression. Donc, on souffre, on a l'impression qu'on ne s'en sort pas. Je vous ai parlé d'un cercle vicieux, hein. Donc on ne s'en sort pas par définition. Et comme on est en souffrance, ben, le moral s'effondre. Je vous ai parlé aussi de l'entourage qui à un moment se lasse également, parce que ben, c'est difficile d'être au contact de quelqu'un qui souffre. Et surtout quand on a envie de le soulager et qu'on n'y arrive pas. C'est pas d'ailleurs agréable pour les médecins non plus, hein. Nous, notre vocation, c'est d'essayer d'aider les gens. Quand on n'y arrive pas, on n'est pas très heureux non plus. Eh bien, donc cette souffrance va créer effectivement un état dépressif. Et puis à l'inverse, quand on est déprimé, qu'on pense à sa souffrance, qu'on n'est pas bien, qu'il n'y a rien qui vous intéresse, que bon, on n'arrive pas à avoir des activités normales, qu'on n'arrive pas à avoir des relations normales, des patients qui ont des sécheresses vous disent, moi je ne peux pas aller au restaurant. Dès qu'il y a des gens, alors parlons pas des gens qui fument, mais dès que je suis dans un endroit climatisé, c'est affreux. Je vais jamais dans un cinéma parce que l'air est trop sec. Donc des gens qui perdent une partie de leur vie sociale. Et puis à un moment, je vous ai dit, ils ont souvent l'impression qu'ils sont rejetés. Donc, autant dire que c'est aussi une forme de souffrance psychologique. Donc oui, bien évidemment, la dépression majore les symptômes parce qu'on n'est pas bien, donc on vit autour de ces symptômes, donc on les amplifie encore. Et la souffrance crée un état dépressif secondaire. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure dans l'unité de prise en charge de la douleur de l'importance d'un psychologue et éventuellement même d'un psychiatre, parce que cette- les spécialistes de ces questions découvrent très souvent des dépressions et il faut absolument les soigner, parce que sinon, on ne pourra jamais arriver à sortir ces patients de cette souffrance chronique dans laquelle ils sont enfermés. Ce n'est pas eux qui s'enferment, ils y ont été conduits et ils y sont enfermés, c'est le propre des cercles vicieux. Effectivement, au niveau de vie sociale, c'est quand même un peu compliqué, ne serait-ce que lorsque vous voyagez en voiture avec quelqu'un qui va mettre la climatisation, vous allez l'enlever, il va ouvrir la fenêtre,
Non, elle est fermée. Vous allez au cinéma, bah, il faut les lunettes bien emboîtantes pour éviter la clim. Et c'est toujours comme ça. Vous allez au bord de mer, eh ben, il y a le vent, il y a le sable. Il faut les lunettes vraiment emboîtantes. Il y a le soleil, il y a la lumière. Tout ça nous fait mal. Et c'est difficile à vivre, non seulement pour le malade, mais aussi pour les gens qui vivent avec nous. Oui, on parle de dépression réactionnelle. Euh, c'est ce qu'on retrouve chez beaucoup de patients adhérents de l'association. Et je pense que c'est malheureusement le cas dans beaucoup de maladies chroniques douloureuses et pas seulement avec la sécheresse oculaire. Pour terminer sur une note un petit peu plus optimiste, professeur Baudouin, pouvez-vous nous dire quels sont les traitements d'avenir, s'il vous plaît? Alors, il y a un traitement de présent et d'avenir en même temps. J'ai connu une révolution. Jusqu'à longtemps, jusqu'à maintenant, la sécheresse, ben, il y a un manque d'eau, on arrose, on met des substituts lacrymaux, il y en a toutes sortes de variétés, ils sont de plus en plus sophistiqués. Le premier progrès, et là je le revendique comme étant mon action en début de carrière, il y a longtemps maintenant, c'est d'avoir supprimé les conservateurs des collyres. J'avais des patients qui me disaient, j'ai les yeux secs, mais plus je mets des gouttes, plus ça brûle. Et ils arrêtaient de mettre les gouttes, parce qu'il y avait des conservateurs qui desséchaient. Alors mettez un produit qui dessèche dans des yeux qui sont déjà desséchés, faites vite le diagnostic que c'est affreux. Donc j'ai réussi par tous mes travaux pendant des années à éliminer quasiment totalement des produits de sécheresse les conservateurs. Malheureusement, dans le glaucome, il y en a encore. Mais bon, ça a été une révolution. Alors, vous allez me dire, c'est pas la question sur l'avenir. Mais ça reste l'avenir parce que beaucoup d'ophtalmologistes, et alors surtout à l'étranger, n'ont pas conscience de ça. Et donc, la lutte contre les conservateurs doit rester une lutte du présent et du futur. Ce n'est pas un combat en disant c'est fini, ben, ça peut revenir. Le deuxième élément, c'est qu'avec la cyclosporine, un immunosuppresseur, en gouttes, on a eu au début des années 2000 la possibilité de traiter la maladie, traiter le cercle vicieux. Je vous ai dit, plus il y a de sécheresse, plus il y a d'inflammation. Et plus il y a d'inflammation, plus il y a de sécheresse. Ben, si on coupe l'inflammation, on peut couper le cercle vicieux. On a réussi énormément à soulager les patients avec la cyclosporine. Malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui de cyclosporine remboursée. Et ça, c'est très triste. Alors, il y a des préparations hospitalières qu'on arrive à fournir, mais les préparations hospitalières, comme leur nom l'indique, ben, il faut venir à l'hôpital, avoir un médecin de l'hôpital qui connaît la cyclosporine, qui peut en prescrire pour qu'une pharmacie hospitalière puisse en fournir. C'est quand même pas simple. Alors, l'avenir, c'est très clairement que ces produits deviennent disponibles. Il y a des nouvelles cyclosporines qui sont en cours de soumission aux autorités. Alors, la sécheresse, c'est très difficile d'arriver. On est dans une maladie de souffrance. C'est très difficile d'arriver à différencier le produit qui soigne la maladie des larmes artificielles, parce que pour que ce soit autorisé, il faut qu'il y ait une supériorité par rapport à des larmes artificielles. Sinon, on va dire, bah, mettez des larmes artificielles. Et c'est très difficile parce que la larme artificielle, c'est pas un placebo, c'est déjà un traitement. Donc, sur les signes, comme je vous ai dit, cornée blessée, tous ces produits ont montré une efficacité indiscutable. Mais sur les symptômes, ben, c'est un peu plus variable. La douleur, parfois, il y a des effets placebo. Bon. Donc, l'avenir est clairement que des produits de ce genre, des anti-inflammatoires, ceux-là et d'autres, puissent être remboursés, accessibles aux patients. Ça, c'est vraiment les deux choses, à mon avis, extrêmement importantes. Après, la troisième chose sur lesquelles il y a des balbutiements, c'est dans les douleurs neuropathiques, celles dont on a parlé quand il faut aller voir la consultation antidouleur, avec des produits qui calment la douleur. C'est des produits qui sont vraiment adaptés à la douleur, c'est-à-dire des produits qui vont bloquer les récepteurs de la douleur. Mais il ne faut pas que ce soit des anesthésiques, parce que l'anesthésie cornéenne, c'est dangereux, parce que ça enlève aussi tous les modes de défense de l'œil. Donc des produits qui vont cibler les récepteurs de la douleur et qui peuvent éventuellement jouer sur la douleur, un peu comme il en existe au niveau de la peau. Il y a des systèmes qui vraiment ciblent la douleur en allant sur les récepteurs de la douleur. Alors, peut-être ce sera peut-être pas le mot de la fin, mais c'est pour faire frémir, rire en même temps. Sur la peau, par exemple, il y a un produit qui est intéressant, c'est la capsaïcine. Alors, la capsaïcine, c'est un produit chimique que vous connaissez tous sans le savoir, et il s'avère qu'il va activer les récepteurs de la douleur, et c'est utilisé pour calmer les douleurs en regard d'une zone douloureuse. On met des patchs de capsaïcine.
La capsaïcine, c'est le piment. Alors, c'est sûrement très prometteur, mais je ne suis pas sûr qu'un collyre à base de piment qu'on mettrait dans les yeux aurait beaucoup de succès. Donc, vous voyez qu'il y a encore un petit peu de chemin. C'était la dernière question. Nous remercions beaucoup le professeur Baudouin pour toutes ses réponses. Nous espérons que cette émission vous a éclairé. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.